Et pendant que je compte, tu vas te connecter télépathiquement. 10, 9, ton corps se détend. Et c'est une sensation agréable. 8, 7, 6, toujours plus en profondeur. 5, toujours plus bas. 4, 3, 2, 1. Bien. Aujourd'hui, on va aborder le thème des pyramides, donc la suite sur les pyramides, et je vais te poser des questions. Voici la première question. Est-ce qu'une pyramide génère une onde de forme si ses 4 faces sont orientées nord-est, sud-ouest? Oui. Avec des... faut qu'elle ait des proportions particulières. C'est une onde de forme dynamisante. Bien. Et est-ce que cette onde de forme a un effet bénéfique sur l'eau? Oui. Ça lui donne un goût neutre. Ça lui enlève aussi certaines impuretés. Elle ressort purifiée. Même si on met une eau relativement trouble, très souvent elle ressort très claire. Cette onde de forme qui est générée, elle rebondit sur chaque angle et elle traverse les molécules d'eau à une vitesse très rapide. Bien. Est-ce qu'il y avait de l'eau à l'intérieur des grandes pyramides? Oui. J'en vois une particulière. Non. Mais non. Elle est pleine d'eau. On dirait que
une partie basse. Il y a un bassin, on dirait que le fond, c'est même pas des escaliers, c'est tout déformé. Je sens que la forme du bas du bassin a une importance particulière. C'est rempli d'eau jusqu'au ras. C'est ce qu'on appelle chambre du pharaon, enfin du roi et celle de la reine. On leur donne des noms qu'on veut. Ça risque pas d'être un tombeau. Pas sur celle-ci de pyramide en tout cas. C'est vraiment... C'est la grande pyramide de Gizeh. De Gizeh, oui. Et elle est... Non, je vais essayer de voir, d'expliquer ce que je vois. J'ai l'impression qu'il y a une évaporation de l'eau. Cette évaporation, elle passe dans des conduits. J'ai même l'impression que c'est les espèces de tunnels qu'on voit dans les pyramides, là. Elles sont représentées, on voit des passages en fait, qui vont d'une chambre à l'autre. Je vois même des bouchons dans certaines. En fait, quand l'eau s'évapore, ça fait comme de la vapeur. Je vois un bouchon qui bouge. La vapeur monte. Elle arrive dans une première chambre. Une qui est un petit peu plus basse. T'as deux chambres, une comme ça, une un peu plus basse. On dirait qu'il y a de la pression qui se forme de plus en plus. Je ressens un sentiment de pesanteur très très lourde, comme si je ressentais l'eau complètement. C'est même pas l'eau parce que c'est presque un gaz comprimé. Ça repousse un autre bouchon. On dirait que ça fait un T les conduits. Ça permet à l'eau de monter dans la chambre qui est encore plus haute. Et là, on dirait qu'elle est comme dynamisée. Et incroyable, j'ai très froid en haut. Oui. J'avais très chaud dans la chambre en dessous, j'ai très froid en haut. Je sais pas ce que c'est que ce système. C'est très humide. Sur le dessus, ça condense. Sur le plafond. Ouais. Je vais exagérer, mais le plafond, il est pas droit. Il est en pente. Je vois plein de grosses gouttes qui suivent le plafond en haut. Et elles tombent dans je sais pas, on dirait une grosse baignoire en pierre. Oui, ça récupère en fait l'eau. Oui. Une grosse cuve. Oui, c'est une cuve. Ça ressemble à ce qu'ils appellent... Quand ils disaient qu'ils ouvraient les tombeaux, tu vois, genre Indiana Jones. C'est vraiment ça, quoi. Ah, oui. En fait, c'est pas du tout un tombeau. J'appelle ça une baignoire. Ouais. Il y a un système de trop-plein. Ça repart dans un conduit et ça sort à l'extérieur de la pyramide. Ne me demande pas comment ça fonctionne, j'ai rien compris ce que j'ai dit. Juste que l'eau, je la vois partir du bas. Je sais pas à quoi sert la forme particulière du bassin. Le fond est tout bizarre, il est pas plat, il est pas... Ah, donc ça part de là, c'est... Bien. Donc en fait, la grande pyramide, c'était une machine en rapport avec l'eau?
Oui. Et elle était remplie, la machine, de deux façons. On remplissait le bassin inférieur de deux manières. Il y a une manière, j'allais dire, artificielle. C'est donc l'homme qui l'a rempli. L'eau vient d'un fleuve à côté. Un grand fleuve, une grande rivière. Il y a aussi l'eau de pluie. Il y a des endroits où elle rentre par infiltration et je la vois remonter du sol, comme si par capillarité, cette eau, la pyramide arrivait à pomper. On dirait que l'eau traverse le sol et vient dans ce bassin. Donc il faut qu'il y ait de l'eau en fait à proximité des pyramides pour que... Celle-ci, il y a de l'eau à côté. Ouais. C'est bizarre parce que je vois pas d'énergie. Tout ce que je vois, c'est que je vois des hommes rentrer un bouchon. Peut-être comme ça la taille, je sais pas. Tu vois, peut-être 1 mètre de diamètre, j'en sais rien. Je vais pas dire exactement, mais ils sont à plusieurs, on dirait un bouchon en pierre. Ils le rentrent dans un conduit de la pyramide. Je sais pas ce qu'ils mettent autour du bouchon. On dirait qu'ils mettent une pâte, une crème, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est pour faire glisser, j'en sais rien. Donc ils poussent un premier bouchon. Je vois que ça fait une compression dans le bassin en bas. Après ils en remettent un deuxième. Ils s'arrêtent à quelques centimètres du premier, peut-être 10 centimètres, je sais pas. On a l'impression que c'est complètement étanche. Ouais, ça sert peut-être à ça la pâte pour pas qu'il y ait de l'air qui passe. Non, parce qu'il n'y en a pas sur le deuxième de bouchon. Ils en ont mis sur le premier. Peut-être, alors je sais pas. Bien. Et par où était évacuée l'eau dynamisée à l'intérieur de la grande pyramide, du coup? Sur une face de la pyramide, il y a un orifice. Ouais. En fait, cette espèce de baignoire que je t'ai dit tout à l'heure, ouais, a un système de trop-plein qui évacue dans ce tube. Et je vois l'eau ressortir. Et elle est canalisée ensuite par l'homme. Et elle va sur des... Je vois des plantes que j'ai jamais vues. Il y a des plantations en bas. En fait, c'était pour purifier l'eau, la dynamiser pour que ce soit plus efficace. Oui, l'eau elle ressort. Elle est très pure quand elle sort de la pyramide. En même temps, on dirait que ça... Quelque chose que j'arrive pas à m'expliquer, c'est cet effet de chaleur intense en bas, très... qui chauffe l'eau et en haut, elle est... Après, j'ai une sensation que c'est tout comprimé, j'ai une sensation qu'après c'est très détendu, ça condense. Et c'est froid. Et c'est très froid. Et à ce moment-là, il y avait de l'eau tout autour de la pyramide? Ou alors il récupérait l'eau naturelle? Il y a des périodes de l'année où c'est l'homme qui remplit la pyramide. Ouais. D'ailleurs, le fleuve qui est à côté est bas. Pendant les pluies, en fait, quand ça remonte. Et ensuite, il y a une autre période où je la vois, elle lâche constamment de l'eau et elle n'est pas utilisée puisqu'il n'y a pas de plantation.
J'ai l'impression qu'elle tourne presque tout le temps. Et il y a aussi une partie de l'eau qui est détournée, qui est mise dans des espèces de jarres en terre, sûrement pour la consommation. Donc en fait, l'eau du Nil, elle arrivait au niveau de la pyramide lorsqu'il pleuvait beaucoup. Non, je sais pas comment t'expliquer. L'eau, elle s'infiltre sous la pyramide. D'accord. Et je la vois remonter dans ce bassin au fond tout Donc biscornu. elle n'est pas autour de la pyramide, elle s'infiltre par en dessous. Non. Autour, je vois des étendues de champs, en fait, de Ouais, plantations. d'accord, il n'y a pas d'eau autour, à proprement parler. Ça passe par en Non. dessous. Bien. La chaussée appelée chaussée processionnelle servait-elle à évacuer de l'eau vers le Nil? Elle a servi à deux choses. Elle a servi à la construction de la pyramide au départ. C'était un chemin de lévitation. Et en période de pluie abondante, la pyramide évacuait Ah ouais. et elle rejetait dans le Nil. Il l'appelait le lit de la vie. Le lit de la vie? Oui. Il était très respecté. C'est un couloir en fait qui va de la pyramide jusqu'au Nil. Je peux t'assurer que il n'y a jamais eu de corps dans cette pyramide. Pas dans la grande. Bien. Quelles étaient les fonctions des pyramides de Képhren et de Mykérinos? Énergétique. Énergétique? Oui. Elles apportaient... Toutes les pyramides ont une onde de forme. Oui. Peut être utilisée de différentes manières. Dans ces pyramides, elles avaient plutôt un pouvoir régénérant. Il y a une chambre sous la pyramide. C'est un puits. Prennent une partie de l'énergie en terre. Cette énergie a été canalisée par l'onde de forme. Ça me rappelle les séances des bobines Tesla, c'est le même principe. Je sens que c'est pareil. Et l'onde de forme, elle arrive à canaliser l'énergie. On peut voir sortir de la pyramide en haut comme un faisceau qui monte assez haut. Et un ras-le-sol, ça fait une onde. Pour te l'imager, c'est comme quand tu jettes un caillou dans un lac. Ça fait des ondes comme ça. Et ça fait le même type d'onde, mais de forme carrée. Tu la vois s'éloigner de la pyramide. Ça a une fréquence d'environ 400 Hz.
Ça marque 400 partout. Bien. À quelques kilomètres de Gizeh se trouvent deux sites. Il y a Abu Ghorab et Abu Sir. Sur le site d'Abu Ghorab, on retrouve des cuves en albâtre et en calcaire. À quoi servaient ces cuves? Y a-t-il un rapport avec l'eau? Oui. Ça a été un lieu de stockage et de fabrication. On dirait que dans un premier temps, on y faisait fondre la pierre. Et après, on voit qu'ils ont fait table rase. Ils ont installé des cuves. Certainement une forme particulière. On y mettait de l'eau et elle était... Soit on la portait déjà dynamisée, soit au fil du temps elle était dynamisée avec les pyramides aux alentours. Il y a des formes très spéciales pour les ondes. Les angles ne sont jamais droits pour que les ondes pénètrent. La forme du récipient permet une pénétration plus facile. Je vois des gens venir chercher de l'eau avec des jarres à taille humaine. Comme si c'était une fontaine. Quand ils ont vidé une cuve, elle était remplie et on posait un couvercle sur la cuve. Le couvercle était là pendant environ 10 jours. Une fois qu'on l'enlevait, l'eau était prête à la consommation. Bien. Par rapport aux différents sites sacrés, Gizeh, Teotihuacan, Chichen Itza, Stonehenge, les cathédrales, l'eau et les périodes de solstice et équinoxe, le fait que ces sites soient conçus par rapport à ces solstices et ces équinoxes, par rapport à l'architecture, est-ce qu'il y a un lien avec l'eau? Stonehenge, c'est comme si je voyais les restes d'une ancienne pyramide.
Oui, il y avait de l'eau. Il n'y avait pas du tout. Ça ressemble pas du tout à ce que je connais aujourd'hui. Comme si tout a été déplacé. Je vois pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. On dirait qu'il y a dû y avoir une pyramide à une époque. C'est comme si du dessus je vois un scan du terrain de Stonehenge. J'ai les marques d'un grand rectangle au sol. Je dirais même carré. Plusieurs dizaines de mètres. Un côté fait, je peux pas te dire, mais plusieurs dizaines de mètres, très grand. Il y a aussi un puits qui est rebouché. On voit que la composition n'est pas la même. Comme si on a de la terre, on n'a pas du tout le même. Pas du tout la même composition, pas la même structure. Comme si on avait rempli ce trou avec des cailloux, je ne sais quoi. Plein milieu de l'embase que je vois, carré. Il y a ce trou qui a été rebouché. Il y a les travaux de Jeanne Rousseau qui mettent en avant le fait que pendant les moments, donc, des périodes de solstice et d'équinoxe bien précis de l'année, l'eau des sources qu'elle étudiait changeait. Donc le taux de pH et la résistivité, ça vient de quoi ça là? Est-ce qu'il y a une explication? Avec les solstices, l'eau en général change. Même si c'est insignifiant, elle change. Dans des lieux sacrés, c'est très net. Je vois je sais pas, je connais rien non plus au pH. Je vois une normalité, une ligne. Chiffre porte-bonheur le 7. En hiver, si je me trompe pas, on descend en dessous de 6, voire 5. Et en été, on va au-dessus de 7, un peu plus que 8. On dirait que les changements se font presque à des dates précises. Il y a aussi un aspect les électrons qui sont moins mobiles. À une époque, plus à une époque qu'à une autre. C'est pareil. On peut pas le mesurer, mais à chaque solstice, la vitesse change. Je crois qu'il y a moins d'échanges en hiver.
par exemple, on était. Les atomes s'échangent des électrons. C'est moins violent en hiver qu'en été. Bien. Pour le site d'Abou Sir, on voit très nettement une sorte de petit canal creusé au milieu, tout le long de la chaussée processionnelle. À quoi servait-il? Je vois un métal qui le recouvre à l'intérieur. Ça a la couleur de cuivre. Il y a aussi, on y met une espèce de minerai de terre par-dessus. Et la terre, je crois qu'elle est magnétique cette terre qu'on met dedans. C'est comme si tu mettais une espèce de minerai d'aimant, je sais pas. Je crois lire Colbat, un truc comme ça. En dessous, je crois que c'est ça comme matière. Et au-dessus, c'est du néo, je sais pas quoi, néodym, je sais pas ce que c'est. Au-dessus. Le canal est magnétique. Il y avait ces espèces de... comme des piliers qui permettaient de faire léviter des choses. Ce canal transmettait un peu l'info d'un pilier à l'autre, comme pour lui dire attention, la marchandise arrive. Pour qu'elle puisse passer d'un endroit de lévitation à un autre, sans tomber. On dirait que c'est une espèce de communication par champ magnétique. C'était pas là pour évacuer de l'eau? Je vois pas d'autre. Ok. Je vois plutôt sûrement un chemin électrique à leur époque, un chemin même magnétique parce que ouais. Il y a du néodym, je sais pas quoi, et puis il y a un autre minerai dessous aussi. Et on dirait qu'il y avait des feuilles de cuivre en dessous. La couleur du cuivre. C'est pas de l'or parce que c'est un peu rouge. C'est toujours là. Ouais, bien. Autour des mégalithes de Stonehenge se trouve un fossé. Est-ce que ce fossé était rempli d'eau à l'origine? Et si oui, pourquoi?
Oui, je vois le fossé très large aussi. Plusieurs mètres. Et de profondeur et de large. Il est vraiment rempli d'eau. Je vois un passage. On dirait une porte un peu comme un pont-levis des châteaux qui permettait de passer. Ce que j'arrive pas à m'expliquer, c'est que c'est alimenté par rien du tout, comme si c'est l'homme qui l'avait rempli. Et il y a un courant. L'eau tourne sans cesse. Autour. Ouais. Et je vois rien qui l'entraîne. Et apparemment un courant assez fort. Tu vois, l'homme n'a pas dévié un cours d'eau. Hein. Ouais, c'est autour sans que tu saches d'où ça vient. T'as ce mouvement en fait de rotation constamment autour. Et c'est assez violent. On dirait vraiment un torrent fort. Ouais. C'est pire qu'un torrent parce que c'est très large. C'est comme si on tombait dedans, je pense que on va sortir. Et ça servait à quoi ces taux alors autour qui tournaient si fort? J'arrive pas à capter. Je sens juste une énergie. Ouais, bon, ok. Puissante, je capte pas ce que. On continue. Je sais. J'ai pas d'image. D'accord. La pyramide de Silbury, avait-elle une fonction de dynamisation de l'eau aussi? Ben. Je vois pas d'eau dedans. Je la vois ronde. Elle n'a pas d'eau celle-ci. Non, et je la vois. Elle n'a pas d'angle. Alors regarde par rapport à sa ville jumelle donc de Sidonia sur Mars. Qu'est-ce que tu peux capter là-dessus? À Sidonia, il y avait de l'eau. Sur Mars, elle était pleine d'eau. On dirait, à cette pyramide, il y a d'autres monuments autour. On dirait un immense rond-point autour. Il y a aussi un fossé. Là, tu parles de celle sur Mars? Non, je suis revenu. Silbury, ouais. Il y a une colline circulaire en fait entourée d'un fossé tout autour. Donc il n'y avait pas de l'eau là-dedans? Dans le fossé, oui, mais pas dans la pyramide, pas à l'intérieur. Que sur Mars, je vois de l'eau à l'intérieur et pas à l'extérieur. Comme si, en fait, les deux... C'est bizarre, hein, on dirait qu'ils se marient et que... Un a l'eau dedans, l'autre a l'eau dehors. Sur Terre, le fossé, il y a de l'eau. Il est plein d'eau. Par contre, il y a un cours d'eau qui vient dessus. Si je me fie à ce que je ressens, il vient légèrement du nord-est. On voit un filet d'eau qui arrive. Et je pense qu'il est souterrain en plus. C'est pour ça qu'on ne le voit pas en fait. Mais c'est continuel. Et là ensuite repart à nouveau. Comme si on avait éventré une rivière souterraine et puis que l'eau remonte jusqu'à ce qu'elle peut à la surface. Mais elle repart.
Elle reprend son cours après. Par contre, elle rentre. On dirait qu'elle est épaisse quand elle rentre. Tu vois, je la vois pas liquide. Et elle ressort très fluide, très... Comme si on l'avait filtré presque, comme si on lui avait enlevé sa boue. On dirait presque de la crème, j'exagère hein, quand elle rentre. Ouais. Et je suis sûr que c'est de l'eau qui rentre. Hein. La sensation que j'ai, c'est qu'elle rentre d'une manière épaisse et elle ressort d'une manière très très fluide. Ça fait un peu comme de la boue, ouais, de la terre glaise, quoi, non? Un petit peu, oui. T'as l'impression qu'elle est toute débarrassée quand elle repart. Ouais. Ça nettoie, quoi. Oui. Et en même temps, l'eau, elle doit être super riche en élégo, en plein de choses, quoi. Et elle a un effet aussi sur la pyramide. C'est pareil, on voit une énergie sortir de la pointe. Bien. Il y avait des plantations autour de ce lieu également? Oui. Bien. Il est dit que sur le site de Teotihuacan au Mexique, cette grande avenue que l'on nomme l'allée des morts est un grand bassin contenant de l'eau. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? En tout cas, il y a la présence de beaucoup d'âmes qui semblent être prisonnières dans ce lieu. Et il y avait de l'eau, effectivement. Et ça servait à quoi du coup cette eau dans ce lieu? Je la sens pas pure. Une grande cité à côté. On dirait... J'ai peur de dire des bêtises, on croirait voir un bassin de rétention. Un bassin de? De rétention d'eau, tu vois. Ouais. Comme si on récupérait l'eau pour... Il y a même plusieurs bassins. Et au début, elle est pas pure, l'eau, je la trouve polluée. Au fur et à mesure qu'elle passe les bassins, elle s'éclaircit. Il y a au moins 3 bassins. 3 niveaux de... On dirait qu'elle sort claire à la fin. Donc à l'époque, ils buvaient de l'eau bien plus pure que nous, ce qu'on boit actuellement. Bah eux, je sais pas. Vers les pyramides, je suis sûr que oui, mais là, on dirait que c'est l'eau des égouts, je sais pas comment te dire. C'est sûr qu'elle ressort, je la sens propre quand elle sort du 3e bassin, mais... Donc il a récupéré cette eau. Oui, elle repartait ensuite. Et elle repart vers la cité. Ouais. Après, je la sens pas si... À l'endroit où elle sort, je la vois pas pure comme la pyramide. La pyramide, c'est vraiment une eau... C'est bizarre, c'est une belle eau, c'est pas comme là quand même. Bien. Sous la pyramide de Chichen Itza, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, au Yucatan, il y a la présence d'un cénote. C'est une immense cavité remplie d'eau. Quel en était le but?
vois pas cette pyramide, elle se trouve où exactement? Même avec le nom, j'arrive pas à la saisir. Bien. On C'est continue. où? C'est dans quel coin? Yucatan. Yucatan. Sous la pyramide de Chichén Itzá, au Yucatan, il y a la présence d'un cénote, une immense cavité remplie d'eau. J'ai une pyramide en Amérique centrale, mais je vois pas ce nom. Avec une cavité aussi. C'est au Mexique, mais maintenant, te dire où exactement. Oui, c'est ça. C'est dans ces endroits. Je vois pas ce nom. Bon, alors on continue. Mais Alors, je vois le bassin quand même. tous ces sites donc, qui ont été énumérés ont-ils été conçus et fabriqués par une ancienne civilisation qui utilisait l'eau comme moyen de guérison en utilisant différentes techniques de dynamisation comme l'onde de forme pyramidale, la géométrie sacrée, l'importance des astres et les moments de l'année comme les équinoxes et les solstices? Oui, je vois. Je vois beaucoup d'Atlante autour. Il y avait beaucoup de pyramides à cet effet. Tout avec des fonctions plus ou moins similaires pour purifier l'eau. Par contre, je vois le nombre phi. Je crois qu'il est sacré, il a quelque chose à voir avec... Il est partout, dans toutes les constructions. Comme s'il se servait de ce nombre pour construire tout ce qu'ils ont construit. Il a une importance capitale. Je le vois sur toutes les constructions qui ont utilisé de l'eau. Et à l'époque, toute l'eau consommée était dynamisée, sans exception. Ouais. Ils buvaient jamais l'eau directement. Ouais, ça purifiait l'eau, quoi. Ouais. Il n'y avait pas que des pyramides. Je vois aussi on dirait des menhirs. Un peu ce qu'on a vu à Stonehenge. C'est pareil, l'eau rentre légèrement au nord-est et on la récupère légèrement au sud-ouest. Et elle ressort très limpide, très propre. Et on obtient la même eau que l'eau obtenue dans les pyramides. J'ai l'impression qu'ils ont plusieurs systèmes pour dynamiser l'eau. C'est impressionnant, il y en avait partout. Bien. Alors, il y a plusieurs sites, je vais te les citer. Donc, Gizeh, c'est le point central du monde. Après, il y a Paracas au Pérou, la piste de Nazca. C'est pas Gizeh le point central.
Ollantaytambo, Machu Picchu, Cuzco, Cusco, Sacsayhuaman, Paratauri. Donc c'est toute une suite sur la ligne. oui, Il y a le pays d'Agon, Tassili, Ngaïr, Siwa en Égypte, la pyramide de Gizeh, Petra en Jordanie, Ur en Irak, en Irak, oui. Persépolis en Iran, Mohenjo-Daro au Pakistan, Khajuraho en Inde, Puai en Birmanie, Sukhothai en Thaïlande, Angkor Wat au Cambodge. T'es en train de dessiner un chemin. Phréa, Viter, pour aboutir à l'île de Pâques. Quels sont les points communs de ces sites? Pourquoi ont-ils été choisis? Ils sont sur on dirait une ligne de vie de la Terre. Une principale, c'est celle-ci. C'est comme si c'était une artère principale de la Terre. Et il y en a deux autres, une de chaque côté, moins importantes. Et comment ont été déterminés ces emplacements, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien? Sur une courbe aussi longue et qui a franchi les océans. Comment c'est possible? C'est pas nous qui avons calculé ça. Ce sont les Atlantes. On leur a donné ces informations. Ils n'ont fait que des ajustements. On a posé les Atlantes ici. Ils avaient une mine d'informations. C'était quoi l'objectif en fait, lorsqu'ils ont été posés? Tester la matière. C'était une expérience? C'en est toujours une. C'est plus là. C'est plus les mêmes sujets, mais c'est toujours la même expérience. Il n'y a aucune civilisation qui était capable de tenir. Se sont toutes autodétruites. Et avant les Atlantes, en fait, avant qu'ils s'installent, il y avait autre chose avant? Oui. Des humanoïdes immenses. Donc les géants étaient là avant les Atlantes? Oui. Qu'est-ce qui les a fait disparaître, ces géants? Eux-mêmes. Leur cupidité. Leur égo. Tout attiré par la matière. Et ils sont arrivés comment, ces géants, sur Terre? Je les vois comme les Atlantes. On les a débarqués. Et ils n'ont pas réussi à rester. Je vois plusieurs passages de Gaïa à la Terre et de la Terre à Gaïa. Comme si on a régulièrement navigué entre 3D et 5D.
comme si la 4D était ignorée. La Terre a souvent fait des bons 5D, 3D. Chaque nouvelle implantation, on démarrait en 5D. On a toujours été incapable de garder ça. La 5D avait aussi un aspect matériel. On avait les mêmes sensations qu'en 3D. C'était la maîtrise des énergies qui nous permettait de nous déplacer en des fractions de secondes sur des distances inimaginables. Pour les plus courtes distances, on utilisait la lévitation. Il n'y avait aucun blocage sur un plan spirituel. Pas de blocage, on acceptait que ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui fonctionne. Tant qu'on l'acceptait, on avait accès à cette énergie. C'est l'ego qui a fait que j'étais parti. Bien. Pourquoi la distance entre Nazca et Gizeh est la même entre Teotihuacan? Je sais pas, je vois un rapport avec des planètes. En fait, quand tu m'as dit les noms, j'ai pas vu ces sites, j'ai plutôt vu des planètes. Je sais pas pourquoi. Mais effectivement, il y a une distance similaire entre celle du centre et les deux autres. Et pourquoi le nombre d'or intervient dans les distances? Il intervient partout. C'est... Moi je lis Phi, ce nom. Pi. Phi. Tout à l'heure aussi j'ai vu le chiffre pi, mais il était insignifiant comparé. Moi je l'appelle Phi, je lis Phi. Est-ce que ça correspond à un équilibre cosmique? Ça correspond. C'est même, ça va plus loin qu'un équilibre. Ça représente tout, ça représente la parité, ça représente le bien, le mal. C'est comme pour nous graver qu'il y a toujours un opposé. Puisque pour que ça fonctionne, il faut que les deux soient en équilibre. L'opposant et l'opposé. Tout simplement. Que ce soit le bien et le mal, que ce soit le grand, le petit. Le fort, le moins fort. S'il n'y a pas d'équilibre, ça ne peut pas fonctionner. Ces deux distances, c'est ça en fait. Et les énergies s'échangent, toujours à parts égales, entre opposants et opposés. Bien. Donc là, on a fait référence aux travaux de Jacques Grimaud par rapport à cette ligne. Alors, on continue. La salle de l'Amenti se trouve-t-elle sous le Sphinx?
Moi, je lis Menluati. Menluati. Ouais. Je vois bien une salle. Y a-t-il un temple de régénération sous le Sphinx? Je vois une cavité à cet effet, mais c'est pas sa principale fonction. Quand je regarde cette salle, je vois une mémoire immense. On dirait que j'ai le ressenti qu'elle est pleine de secrets, pleine d'écrits sur nous, sur l'humanité, sur la Terre. Et cette salle, elle est vide ou bien elle est encore pleine? Aujourd'hui, elle est complètement vide. Qui l'a vidée? L'homme, l'élite. Ceux qui ne veulent pas qu'on sache. Oui. Son accès est interdit. Est-ce que ça a été détruit, ou bien ça existe toujours? Je sais pas si... Je ressens que ça existe toujours, mais en même temps, tout ce qu'ils ont enlevé de la salle, je sais que c'est gravé partout sur les murs, dans la salle. C'est comme s'ils avaient pris la précaution de tout doubler. Donc je sais pas si mon ressenti c'est que ces documents existent toujours ou si c'est... Les gravures. Les gravures. Bien. En tout cas, la mémoire n'est pas effacée, je la sens complète. Le temple d'Antarion est-il lié aux pyramides de Gizeh ou à Orion? Je vois un rapport avec Gizeh. Gizeh? Oui. Pas avec Orion, je vois aucun rapport avec Orion. Bien. Le mot Amsala, que veut-il dire? Je lis presque à l'envers le mot. Et en deux mots. C'est comme si je disais Al-Hassam. Et je suis pas à l'aise devant ce mot. Je ne me connecte pas, je suis pas bien. Bien. J'aime pas l'énergie qui dégage. Ok, alors déconnecte-toi.
pour les pyramides d'Amérique latine, pourquoi et comment est arrivée leur chute? La plupart des pyramides et des sites avaient été repris en main par des groupes d'hommes assez sacrés. Beaucoup d'hommes ressemblent à des Indiens, à des aborigènes. Mhm. Ils avaient pris soin de ces sites d'une manière spirituelle. Ils ont commencé à découvrir qu'il y avait des énergies puissantes. Ils ont su les apprivoiser et ne pas en faire mauvais usage. C'est toujours la même histoire. Mhm. C'est l'homme moderne qui a tout détruit. Quand ils sont arrivés sur ce continent, Mhm. en réalité, ils connaissaient déjà ce continent. Ils mentaient. Ils savaient très bien qu'il était là. Ça fait croire à leur découverte. Entre le 14e et le 15e siècle, mais tout est faux. Ça a été découvert bien avant. L'élite mentait. Toute l'élite européenne avait connaissance de toutes ces richesses qu'il y avait là-bas. C'est eux qui sont venus, qui ont tout détruit. Ils connaissaient la puissance des pyramides. Ils ont tout massacré. Mhm. Bien. Qui sont réellement les pharaons et Cléopâtre en particulier? Ce sont des entités qui ont pris possession d'un corps. C'était ce qu'on peut appeler des demi-dieux. Sous forme de rituels. Il y avait des rituels où le pharaon ne mourait pas en réalité. Il réintégrait le corps d'un enfant. On chassait son âme. Prenait possession du corps. C'était déjà caché à l'époque.
Est-ce que ces mêmes pharaons ont continué d'exister jusqu'à aujourd'hui? Ils continuent de changer de corps? Oui, l'élite est la même depuis des millénaires. Et quel ADN possèdent-ils? Combien d'ADN ont-ils? Je dirais je sais pas comment que c'est possible. Parce que je l'ai jamais vu au-dessus de 30%. Je vois plusieurs mélanges d'ADN extraterrestres. Le corps humain, il est très faible en ADN extraterrestre. Je dirais que c'est plus un contrôle du corps qu'ils ont que... Eux, je dirais qu'ils sont 90% extraterrestres. On ne peut pas dire qu'il y a un mélange d'ADN. C'est plutôt cette entité qui possède un corps humain. Et c'est quel type de race? Amphibien. On en revient toujours au même. Ouais. Toujours ces mêmes créatures. Idols. Mhm. Donc en fait, ce groupe d'élite de l'époque continue d'une certaine manière de gouverner, d'être aux commandes Oui, avec l'aspect humain. sous nos yeux. Mhm. Ils se moquent de nous en plus. Ils se nourrissent comment? Tout est organisé. C'est à un niveau mondial. Je rentrerai pas dans les détails. Ouais, on va en rester là. De toute façon, on sait déjà. Bien. On continue. Akhenaton aurait été différent et au service véritable de la lumière. Est-ce que tu peux avoir de l'information sur Akhenaton? Est-ce qu'il y a eu des luttes de pouvoir entre pharaons, justement? C'est... Il y a une lutte de pouvoir entre lui et l'âme du corps qu'il a pris. Il a pris un corps. L'âme n'a jamais voulu réellement lâcher. Il y a eu un côté positif qui ressortait de lui. Le côté humain? Oui. Il n'a jamais pu s'en défaire. Ça a fait un pharaon aimé. Et comment c'est possible, ça, que l'âme soit allée éjecter, soit... L'âme était prévenue, elle savait ce qui allait se passer.
Cette âme dit que c'est qu'une histoire d'équilibre. Et comment ils choisissaient leur corps, en fait? Est-ce qu'il y avait une sélection à la base pour investir un corps? Et si Oui, oui, quelle était cette sélection? Quelle est la particularité? des mères, des familles même, vivaient complètement à part de la population générale. Tous les enfants, tous les parents, de père en fils, ont répété les mêmes cycles de violence, de maltraitance, de sexe. Voire de sacrifice. Inexorablement, un père répétait ce que son père lui avait fait subir. Il y avait une lignée de sang particulière aussi. Oui. Donc ces gens servaient à alimenter les corps qu'on avait besoin. Ce qui se pratique toujours au jour d'aujourd'hui. C'est le même manège. Rien n'a changé en fait. Non. C'est vraiment le même principe. Il joue sur nos failles de l'intérieur. Pour pénétrer. C'est des rituels extrêmement semblables à ce qu'on connaît. Bien. Il y a une multitude de pyramides de cristal remontant à l'ancienne civilisation atlante à travers le monde, qui sont à reconnecter. Est-ce que tu penses que c'est à reconnecter ces pyramides? Tu as de l'info là-dessus? Je vois pas des pyramides en cristal. Je vois les bobines dans les pyramides. Et je vois un cristal pour ces bobines. Est-ce que c'est en rapport avec l'énergie libre? Oui. C'est aussi en rapport avec le nettoyage des sites. Il y a beaucoup de pyramides. Sur un plan physique, elles n'existent plus. Elles sont toujours actives. Ont toujours leur bobine surmontée du cristal. Sur un plan subtil, elles existent toujours, donc elles sont très puissantes. Une partie du déluge viendra des pyramides. Elles peuvent être activées quand ils veulent. Donc oui, il y en a certaines à relier. Bien. C'est la grille qui les reliait. Ouais. L'énergie qui sortait aux pointes se servait de la grille pour communiquer, pour échanger. Elles étaient toutes connectées entre elles. Cette grille est partiellement détruite. Et c'est le nettoyage de ces sites qui fait que les grilles refonctionnent. Bien. Donc sur un plan éthérique, elles fonctionnent toujours, ces pyramides. Ça s'est gravé énergétiquement sur Terre. Oui. Mais est-ce que physiquement, certaines pourraient encore fonctionner?
Oui, il y en a qui pourraient encore. Bien. Gizeh et l'île de Pâques sont étroitement liés. Pourquoi? Je les voyais sur un plan subtil. Au niveau de l'eau. Mais je vois pas réellement de lien sur un plan énergie. Je vois qu'elle fonctionne quasiment en même temps, en même période. Les statues de l'île de Pâques ont servi d'étalonnage pour le réajustement de l'axe de rotation de notre planète et le site de Gizeh, conçu comme une horloge astronomique, a achevé ce travail, qui, une fois achevé, ne nécessitait plus pour les Atlantes de rester sur Terre. Tu es d'accord avec ça? Tu as de l'info? C'est avec mon avis, mais non, je suis pas d'accord avec tout. Au départ, les statues ont servi à déterminer la position exacte du soleil. Ils lisaient les ombres, faisaient des relevés, ça leur donnait une position exacte, qui a servi à beaucoup de constructions dans le monde. Ce sont les Atlantes qui s'en sont servis. Par contre, ils sont pas partis quand ils ont tout fini. Ils n'ont jamais tout fini d'ailleurs. Ils sont partis pour les raisons qu'on connaît. Se sont dispatchés en 2 clans. Ils n'ont pas su maîtriser. Ils sont comme nous. Ils n'ont pas rempli leur mission non plus. Même s'ils étaient bien plus évolués que nous. Bien. Je vais te lire une phrase, tu vas me dire ce qui te vient. Un monstre qui sévit depuis 6000 ans, qui a fabriqué une armée de serviteurs. Tout avait commencé avec Toutankhamon, ce traître qui a assassiné le fils spirituel de Aaron Nedel, ou Aton, Akhenaton et sa femme Néfertiti. Que s'est-il passé? Qui est Toutankhamon? Satan. Les plans déviaient. Fallait qu'ils se débarrassent de ce pharaon. Trop influencé. De Akhenaton? Oui. Donc celui qui avait moitié Oui. gentil, influencé par son âme. Son L'âme âme. éjectée. C'est pas la sienne.
Ouais. Et L'âme aussi qui était pas contente. par ces femmes. J'en vois 3. L'âme se servait de lui, le rendait dépendant du sentiment de l'amour. Et les femmes l'ont influencé dans un chemin contraire à Satan. Ouais, donc ça ne l'arrangeait pas. Satan qui il a dégagé l'entité qui était tout en commun. Il a commis 4 meurtres. Et ensuite, il en a relaissé tout en Camon reprendre sa vie. J'aimerais comprendre quelque chose. Donc ces entités qui se sont installées dans des corps et après qui ont dominé le monde, qui se sont fait passer pour ces pharaons, ces demi-dieux, enfin ce sont des demi-dieux qui ne sont pas là finalement pour le bien de l'humanité. Ils sont arrivés à partir de quelle période exactement par rapport à aujourd'hui? Ça fait depuis combien de temps qu'ils gouvernent? Il y a juste quelque chose qui m'échappe. C'est comme si ces périodes égyptiennes, romaines, grecques, même les siècles qui ont suivi, presque jusqu'au XVe siècle, j'ai l'impression que c'est un passé antérieur qui n'est pas attaché à notre présent. Comme si soit ce passé était dans une autre dimension, soit on nous l'a gravé, je sais pas. J'ai la sensation que ce passé, je le vois, mais je le vois pas exister comme un passé plus proche. C'est une sensation bizarre. Mais si on considère que ce passé a bien eu lieu, au plus loin que je puisse voir l'homme, ces entités étaient là. Je dirais, je sais pas, plus de 20 000 ans, plus de 25 000, qu'on est gouverné. Mais au temps des Atlantes, les pharaons existaient. Ils sont venus après. Je ressens plus réel le passé des Atlantes que le passé des Égyptiens. Pour moi, c'est tout sous forme holographique, les Égyptiens. Les Atlantes, je ressens une présence physique, même s'ils étaient en 5D, pour la majorité. Ce qui est... Si je superpose les deux périodes, il y a une période commune.
vois un peuple atlante qui a vécu il y a environ 20 000 ans en arrière jusqu'à presque 10 000 ans. Et je vois ce peuple égyptien qui aurait vécu presque 5000 ans en même temps. Sauf que je sens cette époque virtuelle, alors que les Atlantes, je le sens réel. Et les entités, par contre, je les ressens très fort, existantes. Celles qui ont pris les corps pour être pharaons. Et je les sens vivantes encore. Si on peut dire vivantes. Et comment sont-ils venus en fait? Comment ont-ils pu accéder à la Terre? C'est l'homme qui les a autorisés. Le plus on vivra pas, le plus ils ont des chances de venir. Les corps qui ont été sacrifiés ont juste été là pour pouvoir matérialiser ces entités. Ça a ouvert des portes. Oui. Ils s'en sont servis. Bien. On continue. À quoi a servi le vase à fleurs de lotus exposé au Caire? Ouais, ça c'est la grande question, personne ne sait ce que c'est. Cette espèce de roue. On va peut-être avoir une réponse. Je ne lui vois aucun rapport avec la civilisation égyptienne. Qu'est-ce que c'est alors? Je le vois extrêmement récent. Je sais pas, je dirais. Une bonne centaine d'années. J'ai aucun ressenti entre ce vase et cette époque. Enfin, ça ressemble même pas à un vase. Hein. C'est eux qui ont dit que c'était un vase. Mais bon. Oui. Non, ça ressemble à une roue. Ouais, on a une pièce. Oui, exact. Je n'ai strictement aucun ressenti entre les deux. J'ai même un ressenti de... Je vois une femme. Un peu vêtue, comme tout au début du siècle. Rien à voir avec les pharaons. Alors j'ai vraiment rien comme... Il n'y a rien qui vient. Ok. Non. Bon, a priori, ça ne viendrait pas de cette époque. En tout cas, j'ai pas un seul ressenti entre Bien. Ok, on continue. cette pièce. La statue du Luxor, pourquoi est-ce qu'elles sont si grandes, donc les deux statues? C'était Ramsès II. Oui. C'est lui. C'est juste pour montrer sa puissance. Et comment la géométrie du visage, elle peut être aussi parfaite avec un simple burin? Parce que c'est censé avoir été fait avec des burins.
Qui a dit que c'était Buréné? Bah, l'histoire. C'est ce qu'on lit dans nos livres. Ah, je vois. Toujours des moules pareils. Ouais. La pierre fondue. Je vois des... Comme si on y a fondu dans une espèce de moule de sable. On dirait qu'il y a une couche de... Je sais pas, du plâtre, de l'albâtre, je sais pas ce que c'est par-dessus. Et on voit que c'est lissé. On dirait qu'ils ont de la filasse dans les mains. Mhm. Ils sont en train de donner la forme au moule. On voit que ça a vraiment été préparé avec soin. Mhm. Le moule a une finition très propre. Et on coule la pierre à l'intérieur. Oui, est-ce qu'on voit bien la forme de la joue? Oui. Mais c'est... Ça a été vu dans le reportage de Grimaud aussi, ça. On se posait justement la question comment ça avait été fait avec un simple burin. Ils sont partis d'un moule. Après, ils mettent on dirait une espèce de graisse Mhm. qui est appliquée avec, on dirait un pinceau. Il y a cette fameuse fonte de pierre qu'on a déjà vue, comme pour les pyramides, qui est coulée. On dirait même, j'ai presque l'impression qu'ils ont fait un moule arrière et un moule avant. Comme s'ils allaient les rejoindre après. Bien, ok. On continue. Les figures de Nazca, les dessins géants d'animaux, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est là, ça? Ça a été fait pour être vu du ciel. Mhm. Qui voyait ça du ciel? Je vois les Atlantes s'en servir. Les Atlantes arrivaient à voler. Mais je vois aussi d'autres races que je connais pas. On dirait que chaque figure appartient à un plan, comme si chaque figure c'était une famille, un groupe ethnique. Et je les vois se poser sur différents. On dirait que chacun doit se poser dans des endroits précis. C'était des sortes de pistes d'atterrissage? Je le sens comme ça et on dirait que chacun n'a pas le droit d'aller chez l'autre. Ouais. Comme si on leur réservait un endroit pour se poser. Mais là, c'est au milieu de nulle part. Ils allaient se poser où? Il se passait quoi, en fait? Mais non, c'est pas au milieu de nulle part. Moi, je vois
Il y a des routes de tracées. Mhm. On dirait des sillons Mhm. qui partent. Mhm. Je dirais 2 mètres. 2 mètres de large. Mhm. Pas très profond. On croirait même que c'est des pierres posées. Ouais. Et une fois qu'ils ont atterri, ils partaient. Mhm. C'est des espèces de pierres un peu ovales, plates. Ils montaient là-dessus et ils partaient. Chacun dans son coin. Bien. Ok. Il y a de la civilisation. Ouais. En hauteur, on voit des villes autour. Mhm. On continue. Aux abords d'un site en Égypte, il y a une fleur de vie. À quoi sert-elle? Elle est gravée, en effet. Il y en a une semblable. Je la vois dans grandir des autres. Mhm. C'est... On dirait que c'est quelque chose à décoder. J'arrive pas à lire, mais... c'est sur l'une ou l'autre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à décoder dans ce dessin. Mhm. Je sais pas à quoi ça sert. Les deux ont été mises là en même temps. Ah oui? On croirait presque que... il y en a une qu'on voit, que je vois nette. Mhm. L'autre, je la vois presque par transparence. Celle qui est dans la cordillère. Je pourrais presque les superposer, ça. C'est pareil. Non, je dirais même que l'une complète l'autre. Mhm. C'est bizarre, cette sensation. Comme si c'était une clé. Mhm. Ou un code, je sais pas. J'ai même l'impression que c'est adoré par certaines personnes. Il y en a qui s'en servent un peu comme des... je sais pas, comme des porte-bonheur, des trucs comme ça. Mhm. Bien. Les pyramides, elles ont été créées sous quelle dimension? Est-ce que dimension et densité, c'est pareil? Je peux dire que c'est pareil. Mhm. Ça a été fait 5e dimension pour 2 raisons. La densité est moins forte, moins élevée. On pourrait presque dire 5e densité. Il y avait une maîtrise totale des énergies en 5e dimension. Même si on fabriquait quasiment toutes les pierres qui ont servi aux constructions. Il fallait quand même les bouger. Chose quasi impossible en 3e dimension. La densité est trop forte. C'était fait en 5e. Bien. Énormément de lévitation. Est-ce que le site de Gizeh marche comme une horloge astronomique sur 26 000 ans?
toutes les pyramides marchent sur 26 000. Et il se passe quoi au bout de 26 000 ans? Sont toutes activées. Les visibles et les moins visibles et les invisibles, tout en même temps. Comme si elles participaient au déluge. On croirait presque qu'elles ont été construites aussi pour ça. Elles ont toutes ce fameux cycle. Elles ont toute une date commune. Bien. Le Nil a-t-il une importance différente ou plus grande par rapport à d'autres grands fleuves de Gaïa? Oui. Son tracé n'est pas si naturel que ça. Il a été dévié à une époque lointaine. Il a été dévié pour permettre d'aligner certains monuments. Pour pouvoir alimenter aussi certains monuments. Quand je dis qu'il a été dévié, il a été énormément dévié. C'est en dizaines de kilomètres. Oui. Il a été ramené plus à l'est. Sur une grande partie de sa longueur. Sur plus de 100 kilomètres. Bien. Est-ce qu'on peut avoir des détails concernant le mode de fonctionnement des pyramides permettant de remonter et venir dans le temps? Il n'y en a que deux. Celles qui permettent ça sont très spéciales. Ce sont des pyramides inversées. Il y a une pyramide opposée sous la pyramide. Il faut imaginer une pyramide à l'envers, qui a la même base que celle qu'on voit au-dessus de la Terre, qui part dans le sol. Une ancienne pyramide a été remise au goût du jour. Une se situe en Chine. L'autre est en France. Les deux permettent d'aller voir des faits précis. Est-ce que celle en France, c'est la pyramide du Louvre? Puisqu'il y en a une inversée. Oui. Bien. Est-ce que c'est un déplacement moléculaire pour les êtres voyageants? On ne déplace pas les molécules. C'est comme les portails. Notre structure moléculaire, elle est copiée.
complètement sans aucune faille. C'est le même principe que quand on utilise un portail dimensionnel. Les molécules ne sont pas transportées du tout. Notre partie physique, on est copié sur un plan atomique, moléculaire, complet. C'est comme si on nous scannait. On est reconstitué à une autre pyramide en général, celle d'arrivée. On se sert de molécules d'hydrogène pour reconstruire notre corps à l'identique, dans le lieu où on veut aller. Une fois notre corps reconstruit, celui où on se trouvait dans la première pyramide est désintégré. Et notre âme, elle n'a pas de barrière, elle voyage où elle veut. Donc elle réintègre le nouveau corps. Et on a fait un bond d'une dimension à une autre, ou d'un lieu à un autre. La téléportation, c'est ça. Tu peux pas emmener des molécules d'un point A à un point B comme ça. Tu les copies et tu les recrées. Par rapport à tout ce qui a été vu, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, ou ceux qui verront cette vidéo, pour faire avancer un peu les choses, prendre conscience de certaines choses? C'est le nettoyage des lieux énergétiques, c'est tout. Nettoyage des lieux sacrés? Oui. C'est vis-à-vis de ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est le plus important. Il y a des lieux qu'on a saccagés. Donc en fait, le nettoyage des lieux énergétiques peut permettre d'élever les fréquences? Ça répare les grilles énergétiques, voire cristallines. Et aussi, ça fait énormément augmenter le taux vibratoire du lieu. Il y aurait des centaines de lieux à faire. L'élite a tout saccagé. On n'a pas su entretenir ces lieux, ces raisons. Par orgueil, on a tout cassé. Bien. Dernière question, donc pour nettoyer ces sites, comment faire? Si des personnes qui regardent souhaitent nettoyer les sites. L'attention, la pensée, la méditation. Une image du site. Se concentrer sur cette image. Même quelques secondes. Si plusieurs le font, les grégores se forment. Si les sentiments et la volonté est réelle, ça forme une énergie très puissante que le site absorbe. Il y a déjà des centaines de groupes qui existent, qui travaillent. Il
faut juste penser à l'énergie qu'on lui envoie. Pas chercher à faire d'autres choses pour pas se faire attraper. Se protéger avant. Oui. Mais bon, si... il faut quand même se contenter uniquement d'envoyer de l'énergie. Ne pas les fouiller. Donc ça réénergise les lieux et ça restaure les grilles. La grille. Ça crée un égrégore qui restaure, qui amplifie. Bien. Tu vois autre chose ou c'est bon pour toi? Non, pour moi c'est bon. Alors on va revenir. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Prépare-toi pour revenir au présent, la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps. Tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2, tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu continues de revenir. Tu te sens bien, tranquille, serein. 4, tu continues de revenir. Tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant. Bien centré, bien équilibré.